Salut à toutes et à tous mes chers investisseurs CLF pour une vidéo contre-intuitive puisqu'il s'agit de vous mettre en garde contre un vrai risque de flambée du chômage. Alors ça peut paraître complètement paradoxal, complètement loufoque puisqu'on n'arrête pas d'entendre parler de pénurie et pourtant il y a un vrai risque pour que même dans les secteurs pénuriques, comme par exemple le BTP ou la restauration, on peut avoir une flambée du chômage, un chômage de masse, tout simplement à cause de ce que l'on observe actuellement sur les marchés, de la hausse des taux. Alors, ça peut paraître euh, complètement contre-intuitif, complètement abstrait, comment des taux qui montent, comment des mouvements de marché sur les taux peuvent entraîner une flambée du chômage et le passage d'un état de pénurie dans certains secteurs à un état de chômage de masse. Sans tarder, je vais vous montrer un petit peu ma présentation, parce que je vous ai fait un petit dossier à ce sujet hein, pour vous présenter la situation. Donc, je vais vraiment vous décrire dans ce dossier, je vais vous prendre l'exemple de deux secteurs qui sont pénuriques aujourd'hui, hein, le BTP, le bâtiment et les travaux publics, et la restauration. Et je vais vous montrer comment la hausse des taux à laquelle on assiste peut vraiment provoquer une situation de chômage, le passage d'une situation de pénurie, ce sont les salariés qui sont en position de force, à une situation vraiment de chômage où les salariés sont vraiment en position de faiblesse. Alors, donc la situation actuelle, hein, évidemment, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler d'inflation et de pénurie, aussi bien de matières premières que de main-d'œuvre. Comme vous l'avez remarqué, l'inflation a largement dépassé le compartiment des matières premières et se propage à l'ensemble de l'économie. Les entreprises, même très éloignées du secteur de l'énergie, n'hésitent plus à augmenter leurs prix. On voit par exemple les entreprises de la high-tech ou du secteur des services augmenter leurs prix alors que leur secteur est très éloigné de l'épicentre qui a servi de prétexte à l'inflation, notamment les matières premières, alimentaires et énergétiques. On peut comprendre par exemple que une station-service d'essence augmente ses prix, puisque évidemment, si le prix du pétrole augmente, c'est logique que le prix du gasoil et de l'essence sans plomb augmente. Par contre, lorsque une entreprise de services informatiques, par exemple, augmente ses tarifs, ou que, par exemple, Netflix augmente ses abonnements de télévision, je ne vois pas le rapport entre la guerre en Ukraine et cela. En fait, cette situation, elle est en grande partie liée à ce qu'on appelle des effets de second tour. C'est-à-dire que les entreprises qui sont éloignées euh, de la guerre avec l'Ukraine, par exemple, sont des entreprises qui ont déjà eu à faire des hausses de salaire et qui commencent à répercuter la hausse de leur masse salariale sur les clients. Alors, l'inflation, justement, elle est pour l'heure absorbée par les chèques en tout genre donnés par le gouvernement et les pénuries de main-d'œuvre qui permettent aux salariés de négocier les hausses de salaire. Et ces deux points ci-dessus contribuent à alimenter l'inflation par une resolvabilisation incessante des consommateurs, permettant ainsi aux entreprises de continuer à augmenter leurs prix. Et c'est ce qui explique pourquoi on observe des hausses de prix, pour moi, dans des secteurs qui n'ont absolument pas à augmenter leur prix. Je ne vois pas pourquoi il faut payer, je ne sais pas, plus de primes d'assurance pour son assurance multirisque habitation, par exemple. Ou je ne vois pas pourquoi il faut payer plus de frais de tenue de compte des banques. Je ne vois pas le rapport avec l'Ukraine, voilà, avec la hausse des prix de l'essence. Donc on voit qu'il y a un effet finalement d'opportunisme des entreprises qui augmentent leur prix, alors pas nécessairement pour faire du profit, mais parce qu'elles ont aussi subi la pression de leurs salariés qui ont consenti à des hausses de salaire et ces entreprises, justement, pour ne pas rogner leur marge, appliquent des hausses de prix aux consommateurs qui sont
rendus solvables, justement, les consommateurs, soit par des chèques de l'État, soit par des hausses de salaire, soit par les deux réunis. Donc voilà, je vous donne un petit peu le schéma de la situation actuelle. Hein. Donc n'hésitez pas à faire une copie de ce schéma. Moi, j'aime bien faire des dossiers, présenter des slides, parce que ça vous permet, je sais pas si vous trouvez que je parle trop vite, par exemple, de pouvoir lire ce que je présente. Alors, voici un petit peu la situation actuelle. Donc, on a des hausses des prix des matières premières énergétiques et alimentaires. Hein. C'est la hausse initiale qu'on a observée suite à d'abord au Covid et à la crise ukrainienne. Les entreprises répercutent les hausses des salaires, les hausses sur les consommateurs. Donc, c'est logique. On a un premier groupe d'entreprises qui dépendent directement des prix des matières premières énergétiques et alimentaires. Prenez les magasins, par exemple. Forcément, les magasins où vous allez acheter des pâtes, etc., mais forcément, vu que les prix de l'alimentation ont augmenté, les magasins qui vont vendre des produits alimentaires ou des matières énergétiques vont tout de suite appliquer les hausses de prix des matières premières aux consommateurs. Donc les consommateurs sont dans un premier temps lésés, mais pour aider les ménages à contenir les hausses des matières premières, l'État distribue des chèques en tout genre et gèle pas mal les prix. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des consommateurs qui sont eux-mêmes des salariés, qui demandent des hausses de salaire, d'autant plus qu'ils sont en position de force du fait des pénuries. Et donc, on a des consommateurs qui sont resolvabilisés par des hausses de salaire et par les aides de l'État. Du coup, comme ces consommateurs sont resolvabilisés, ils arrivent à encaisser les hausses de prix et les entreprises, ne voyant pas leur carnet de commandes se tarir, en profitent pour encore augmenter les prix. Et là, on a l'inflation qui s'auto-alimente, donc on a l'inflation qui augmente, les consommateurs qui voient encore les prix augmenter, qui sont en situation de force parce qu'il y a des pénuries qui demandent des hausses de salaire, qui profitent aussi des chèques de l'État, et ainsi de suite. On a cette boucle prix-salaire qui n'arrête pas de s'alimenter. C'est un petit peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, ça ne plaît absolument pas à nos banquiers centraux, aux banques centrales qui, rappelons-le, elles-mêmes ont alimenté, ont créé quelque part l'inflation en faisant la planche à billets. J'en ai parlé dans mes vidéos de la planche à billets. Là, les banques centrales, évidemment, voyant que les salariés, euh, finalement, tirent leur épingle du jeu, décident de sortir le gros calibre, comme on dit, et la première d'entre elles, la Réserve fédérale américaine, décide de frapper un grand coup en montant les taux d'intérêt très fortement. Et on va voir que la Banque centrale européenne n'a pas d'autre choix que de suivre la Réserve fédérale américaine. Alors regardez un petit peu, ça c'est l'historique des taux de la Réserve fédérale américaine. Donc là, on a la hausse des taux qui a précédé la crise des subprimes, hein, donc grosse crise, chômage, effondrement de l'immobilier, notamment aux États-Unis. Ensuite, vous avez une longue période où les taux étaient quasiment à zéro. Ensuite, la Réserve fédérale remonte un petit peu ses taux. Arrive la crise du Covid, on rebaisse les taux à zéro. Et là, les taux repartent à la hausse. Hein. La Réserve fédérale remonte les taux et elle a prévu de les monter très fortement. J'en ai parlé dans mes points de marché. Pour le moment, le marché anticipe des taux de la Réserve fédérale qui pourraient facilement arriver à 4, 4,5%. Donc on pourrait retrouver très très rapidement le niveau qu'on avait avant la crise des subprimes. C'est en tout cas ce que les marchés anticipent. Et d'ailleurs, sans attendre, les taux des crédits immobiliers aux États-Unis sont déjà, écoutez bien, à 6,02%. C'est 6%. On était, il y a encore quelques mois, à 2%, 2,5%, les taux de crédit immobilier aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à 6%. On est au même niveau, on est revenu au même niveau qu'avant le déclenchement de la crise des subprimes dans les années 2007-2008. Et oui, on a des taux qui passent de 2,7 à plus de 6%. Et croyez-moi, cela va arriver chez nous en Europe. Pourquoi? Là, vous avez l'euro-dollar. Alors, dans un premier temps, Christine Lagarde qui dit que l'inflation, c'est transitoire. Donc, Christine Lagarde, patronne de la BCE, décide de ne pas suivre la Réserve fédérale
en ne pas augmentant les taux. La sanction est immédiate, vous le voyez, vous avez l'euro qui n'arrête pas de baisser, 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 et là qui est littéralement en train de s'effondrer par rapport au dollar. On est très largement maintenant en dessous de la parité par rapport au dollar, hein. Il y a encore quelques mois, on était à 1,20, il fallait 1,20 $ pour acheter un euro. Aujourd'hui, on est à 96 centimes pour 2 dollars pour acheter un euro. On a l'euro qui littéralement s'effondre par rapport au dollar, ce qui provoque une inflation importée. Rappelons-le que toutes les matières premières sont libellées en dollars, ce qui malheureusement fait augmenter l'inflation à des rythmes hyper élevés. Je rappelle que les prix à la production en Allemagne ont bondi de 40%. C'est énorme, 40% de hausse des prix à la production en Allemagne. Et là, on risque d'avoir, à la fin de la semaine, le chiffre officiel de l'inflation en zone euro qui pourrait dépasser 10% par an. Au Royaume-Uni, on est déjà à 12 ou 13% par an et JP Morgan s'attend à une inflation à 18% d'ici la fin de cette année 2022. Donc évidemment, la BCE ne peut plus laisser l'euro s'effondrer, elle est obligée de réagir et donc elle est obligée d'augmenter les taux d'intérêt justement pour que les capitaux, l'argent ne fuit pas la zone euro. Parce que quand l'argent fuit la zone euro pour aller dans la zone dollar, l'euro s'effondre et l'inflation augmente. Et donc, du coup, la seule manière qu'a la Banque centrale européenne pour éviter que l'argent des capitaux ne fuit la zone euro, c'est de monter les taux pour attirer finalement les investisseurs et arrêter la chute de l'euro. Et d'ailleurs, on a des taux directeurs en zone euro qui ont déjà fortement augmenté. Hein, regardez, hein, on a 2010, 2014, hein, les taux qui baissent, qui tombent à zéro pendant 6 ans, les taux à zéro pendant 6 ans. Et là, regardez, en l'espace de 2 mois, on a les taux de la BCE qui passent de 0% à 1,25%, après un petit passage à 0,5%. Et là, on s'attend à une prochaine hausse des taux de minimum 50 points de base ou à 75 points de base. Donc, on pourrait très, très vite finir l'année 2022 à plus de 2%. Donc, revenir au niveau où étaient les taux en 2010. Donc, la hausse des taux en Europe, elle a déjà commencé. Christine Lagarde, à contre-cœur, ne voulait pas augmenter les taux, mais elle a été obligée de le faire parce que la Réserve fédérale aux États-Unis a décidé de taper un grand coup. Alors, quelles vont être les conséquences? Justement, vous allez me dire, OK, les hausses de taux, mais il y a des pénuries. Je ne vois pas, voit pas le rapport. Quel est le rapport entre des taux qui montent, hein, c'est les marchés, c'est la finance, etc., avec les pénuries dans le BTP. Dans le BTP, on ne trouve pas d'ouvriers, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de main-d'œuvre dans le BTP. Dans la restauration, c'est pareil. Il y a des restaurateurs qui se plaignent, qui ne trouvent pas de candidats pour travailler dans la restauration. Alors, justement, je vais vous prendre ces deux exemples du BTP et de la restauration pour vous montrer comment la hausse des taux qui a lieu actuellement va faire passer ces secteurs d'une situation de pénurie de main-d'œuvre à une situation de chômage de masse où là, les gens vont se battre pour trouver un emploi. Alors, voici la situation actuelle, hein. Ça, c'est la situation actuelle euh, dans le BTP. Alors, j'ai pris un exemple simple, hein. J'ai pris une situation où on a 5 entreprises du BTP qui emploient 60 salariés, donc une entreprise 1 qui emploie 12 salariés, qui a 4 offres à pourvoir, une deuxième entreprise qui a 3 salariés qui a une offre à pourvoir, une entreprise 3 qui a 8 salariés, 3 offres à pourvoir, une entreprise 4 qui a 15 salariés et 2 offres à pourvoir, et une entreprise de BTP numéro 5 qui a 22 salariés et 5 offres à pourvoir. Voilà. Alors aujourd'hui, avec des taux à 1, les taux sont à peu près à 1%. Alors il était à 1 aujourd'hui, ils ont commencé déjà à monter, mais à 1%, au début de l'année, on était à 1%. On a des ménages solvables, on a à peu près 100 ménages solvables. Alors là, c'est un exemple. On a 100 ménages qui sont solvables, qui veulent accéder à la propriété. Donc on a 100 logements à construire. Et évidemment, ces 100 logements à construire vont permettre à ces 5 entreprises du BTP de travailler, d'avoir 60 salariés et d'avoir 4, 5, d'avoir une quinzaine de postes à pourvoir. Et évidemment, ces entreprises, elles ont un taux de crédit qui est à 2%, puisque les taux au début de l'année 2022, les taux de crédit aux entreprises étaient à peu près à 2%. En face, on a
c'est un exemple, on a 5 demandeurs d'emploi dans le secteur du BTP. Donc évidemment, on a 5 demandeurs d'emploi pour 15 postes à pourvoir. Donc effectivement, c'est la situation de pénurie dont nous parlent les médias et on nous dit ah bah le BTP, il est en pénurie de main-d'œuvre. Effectivement, c'est ce qu'on observe actuellement, mais vous allez voir comment par la mécanique infernale de la remontée des taux, on va passer d'une situation de pénurie de main-d'œuvre à une situation de chômage dans le BTP. Là, je vous fais à peu près le même topo sur la restauration. Vous avez 100 clients, 100 clients qui ont évidemment auxquels on va servir 100 couverts. Là encore, vous avez 5 restaurants qui emploient 15 salariés, 2 salariés pour le restaurant 2, 8 salariés, 5 salariés, 20 salariés pour le restaurant 5. Donc, on a à peu près 50 salariés, 5 restaurants qui emploient 50 salariés. Ils ont en tout et pour tout 25 postes à pourvoir. Et en face, on a 10 demandeurs d'emploi, donc 10 personnes qui cherchent de l'emploi, qui cherchent des postes dans la restauration. Donc, situation actuelle de la restauration, 10 demandeurs d'emploi, donc 10 candidats pour 25 postes à pourvoir. Et donc encore, on a, encore une fois, une situation de pénurie dans le secteur de la restauration. Donc là, c'est une caricature, une cartographie de la situation actuelle dans le secteur du BTP et dans le secteur de la restauration. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les taux montent très fortement. Comment la hausse des taux va faire passer le secteur de la construction d'une situation de pénurie de salariés à une situation de chômage de masse? Alors voilà le schéma. Donc là, on a la banque, on va partir d'ici. Donc la banque, donc les taux qui montent. Donc que fait la banque? Les banques répercutent les hausses des taux des banques centrales. Les taux des crédits immobiliers, les taux hypothécaires passeront de 1% à 3%, voire plus. Et encore, là, c'est l'Europe. Aux États-Unis, on est déjà à 6%. Donc là, je suis gentil, je dis de 1 à 3%. Mais à mon avis, il y a de grandes chances que les taux des crédits immobiliers aillent bien au-delà de 3%. C'est énorme. C'est énorme. Il y a encore quelques mois, les gens faisaient des crédits immobiliers à 1, 1,5%. Là, on va avoir des taux à plus de 3%. Donc forcément, le nombre de ménages solvables à l'accession de la propriété s'effondre. Les taux sont multipliés par 3. On peut estimer que sur 100 ménages qui étaient solvables avec des taux à 1%, il n'en reste plus que 60 qui restent solvables avec des taux à 3%. Forcément, on a une demande qui s'effondre d'un tiers, de 33%, et donc le nombre de logements à construire passe de 100 à 60. Si le nombre de ménages qui veulent accéder à la propriété passe de 100 à 60, le nombre de chantiers à réaliser va passer de 100 à 60. C'est mathématique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup moins de chantiers à construire, et dans le même moment, on a les taux de crédit aux entreprises qui eux aussi flambent, passant de 2% à 4%. Et donc évidemment, dans mes 5 entreprises du BTP, forcément, il n'y a plus assez à manger pour tout le monde, il n'y a plus assez de logements à construire pour tout le monde, puisqu'on a beaucoup de ménages qui jettent l'éponge pour accéder à la propriété. On a en plus des taux de crédit qui augmentent. Et donc, évidemment, sur les 5 entreprises, on peut facilement envisager qu'il y en ait au moins une qui mette la clé sous la porte, sachant que l'État, je ne l'ai pas mis sur le schéma pour ne pas complexifier les choses, l'État, à cause de la hausse des taux, ne va plus pouvoir faire le quoi qu'il en coûte comme il a pu le faire durant la crise du Covid. Donc, on aura, par exemple, une entreprise, bon là, j'ai pris l'exemple, l'entreprise du BTP 1 qui fait faillite, qui met défaut. Qu'est-ce qui va se passer? Cette entreprise, elle fait faillite, elle disparaît de la circulation, mais les salariés, ils ne disparaissent pas, ils sont vivants. Donc ces salariés, vous avez les 12 salariés qu'employait l'entreprise du BTP numéro 1, ils ne disparaissent pas et ils vont se retrouver sur le marché du travail. Et au même moment, les 4 offres d'emploi qu'avait, que voulait pouvoir cette entreprise, forcément, comme l'entreprise, elle disparaît, les 4 offres d'emploi disparaissent également. Là, vous commencez un peu à comprendre la mécanique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et forcément, le nombre de demandeurs d'emploi dans le BTP va passer de 5 à 17. Donc, 5 demandeurs d'emploi, donc les 5
demandeurs d'emploi d'origine qui étaient pas vraiment motivés pour trouver du boulot, qui disaient de toute façon on a le temps, etc., auxquels vont s'ajouter les 12 salariés qui ont été virés, enfin qui ont été licenciés de l'entreprise BTP numéro 1 qui a mis la clé sous la porte. Donc on va passer à 17 candidats. Et au même moment, le nombre d'offres d'emploi, en fait, va littéralement, va également baisser, puisqu'on n'aura plus que 8 postes à pourvoir, hein, puisqu'on a une destruction de 4 offres d'emploi. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans une situation où on va avoir 17 demandeurs d'emploi pour seulement 8 postes à pourvoir. Donc, vous voyez, on passe d'une situation de 10 demandeurs d'emploi pour 25 postes, pardon, de 10 demandeurs d'emploi pour 15, de 5 demandeurs d'emploi pour 15 postes à une situation de 17 demandeurs d'emploi pour 8 postes à pourvoir. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de demandeurs d'emploi que de postes à pourvoir. Alors c'est un exemple, vous allez me dire oui, c'est peut-être pas tout à fait ça, il y a des frottements, mais c'est un exemple qui montre que finalement, en en asséchant les liquidités, en désolvabilisant les candidats à l'accession à la propriété, on va finalement raréfier le nombre de logements à construire et donc du coup, on va provoquer une destruction d'entreprises, on va tuer, entre guillemets, des entreprises qui vont mettre beaucoup de salariés sur le marché de l'emploi et au même moment, ces entreprises qui sont, entre guillemets, liquidées ne pourront plus publier d'offres d'emploi. Donc on va avoir à la fois une baisse du nombre d'offres d'emploi et une montée du nombre de candidats qui cherchent, à, qui cherchent un poste. Parce que forcément, les 12 salariés qui sont licenciés de l'entreprise 1, ils ne vont pas aller cueillir des pâquerettes. Ils vont essayer de chercher à se recaser dans les autres entreprises qui n'ont pas fait faillite. Et donc, évidemment, vous allez avoir une inversion, évidemment, du rapport de force où vous allez vous retrouver, vous allez passer, je caricature, hein, d'une situation où un candidat a le choix pour 2 postes, un candidat pour 2 postes, à 2 candidats pour 1 poste. Donc on inverse quasiment la chose. Un candidat avait le choix entre 2 postes. Là, c'est l'inverse. C'est 2 candidats qui vont devoir se battre pour un même poste. Et vous allez me dire, quid de la restauration? Bah, pour la restauration, vous commencez à comprendre un petit peu le schéma. Eh ben, c'est à peu près pareil. Alors, le restaurateur, on suppose qu'il y avait 100 clients. Bah, les 100 clients, on suppose que c'était des personnes qui travaillaient notamment dans le BTP, hein. Il y avait beaucoup d'ouvriers dans le BTP qui allaient manger le midi au restaurant, hein, avec les chèques, les tickets restaurants. Bah, forcément, c'est un exemple encore très simple, vous avez 12, les 12 personnes là, qui se sont fait virer. Euh, on suppose que comme elles vont chercher un emploi, elles vont pas forcément aller au restaurant. Donc vous allez avoir 12 personnes, 12 clients en moins par rapport aux 100, donc les 12 ouvriers du BTP licenciés, et 24, plus 24, parce que évidemment, si les autres ouvriers n'ont pas encore été licenciés dans les 4 autres entreprises, forcément, vous pouvez imaginer que sur l'ensemble des salariés du BTP, vous en avez peut-être à en avoir quelques-uns, une partie d'entre eux, qui vont plus oser aller au restaurant, qui vont commencer à épargner, à, à réduire leur train de vie par peur, justement, par crainte d'être licenciés à leur tour. Vous savez, c'est un peu la peur, hein, c'est un peu c'est l'homme qui a entendu l'homme, qui a entendu l'homme, qui a vu l'ours, hein. Ah, là, c'est pareil. Vous allez avoir des ouvriers qui sont au courant que des collègues à eux qui travaillent dans d'autres entreprises ont été licenciés, qu'il y a la crise, qu'il y a moins de demandes, et donc forcément, les gens ne sont pas idiots, ils vont se mettre à réduire leur consommation. Et donc, on peut imaginer que les 60, euh, sur 60 personnes qui travaillent dans le BTP, bah, il y en a 24 qui vont, sans être licenciés, qui vont peut-être faire leur gamelle chez elles et ne plus aller au restaurant. Donc, quoi, toujours est-il que on peut très très bien imaginer que le nombre de clients passe de 100 à 64, soit à peu près une baisse de 1 tiers. Et donc forcément, si vous avez 1 tiers de clients en moins, vous avez le nombre de couverts qui va passer de 100 à 64 couverts. Au même moment, pareil, le taux
de crédit pour les restaurateurs va passer de 2 à 4% parce que bon, bah, les fourneaux, les fours, tout ça, bah, il faut les acheter. Alors certains restaurateurs peuvent payer ça cash, mais beaucoup vont devoir faire des crédits pour renouveler leur cuisine, pour racheter de nouveaux matériels. Et là, leur taux passe de 2 à 4% au moment même où il y a de moins en moins de clients, on a moins de clients. Et donc, du coup, forcément, moins de clients pour les restaurateurs, des crédits qui sont plus élevés, plus chers, une charge de la dette qui augmente pour les restaurateurs. Et, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais la fin du quoi qu'il en coûte, cette fois-ci, les restaurateurs ne pourront pas compter sur Bruno Le Maire pour leur filer des chèques à tout va, pour leur filer des PGE. Et là, évidemment, on peut très très bien imaginer qu'il y ait beaucoup de casse dans les restaurants. Donc là, j'ai pris un exemple. Donc évidemment, les 5 restaurants qui emploient 5 salariés, on imagine qu'il y ait 2 restaurants qui mettent la clé sous la porte, hein. Donc, parce que la restauration est un marché qui est quand même plus agressif, hein, plus rapide, hein, dans le BTP. Bon, bah, une fois que vous avez commencé votre chantier, vous avez quand même de la visibilité pour quelques mois, pour un an. Dans la restauration, dès lors que vous avez les clients qui se mettent à ne plus aller au restaurant parce qu'ils commencent à avoir peur, bah, c'est très rapide, hein. Le chiffre d'affaires peut baisser très très rapidement. Donc là, on imagine, le restaurant 1 met la clé sous la porte, le restaurant 4 met la clé sous la porte, le restaurant 1 avait 15 salariés, le restaurant 4 avait 5 salariés. Qu'est-ce qui se passe? Bah, sur les 10 candidats qui cherchaient déjà du travail avant, bah, vous allez avoir 15 candidats qui vont venir du restaurant 1 qui a mis la clé sous la porte, plus 5 candidats qui viennent, qui sont les salariés du restaurant 4 qui a aussi mis la clé sous la porte. Et là, on va passer de 10 à 30 candidats qui recherchent du boulot dans la restauration. Et au même moment, comme le restaurant 1 a mis la clé sous la porte, bah, les 6 offres d'emploi qu'il avait à pourvoir disparaissent. Pareil pour le restaurant 4. Et donc, du coup, on va avoir le nombre d'offres d'emploi qui va faire 25, moins 6, moins 7. Donc, il ne restera plus que 12 postes à pourvoir. Donc, on va passer d'une situation où on avait 10 candidats pour 25 postes à pourvoir à une situation où on a 30 candidats pour seulement 12 postes à pourvoir. Et là, on se retrouve dans une situation où on a 3 candidats pour un poste. Fini le temps de la pénurie dans la restauration, on est dans une situation de crise. Les rares restaurateurs, les restaurateurs qui ont les épaules solides, qui ont une trésorerie, bah eux, ils vont avoir l'embarras du choix pour recruter des cuisiniers et des serveurs. Par contre, évidemment, bah, les restaurateurs fragiles, eux, bah, s'effondrent à cause, mettent la clé sous la porte à cause de la baisse du nombre de clients et la hausse du taux des crédits. Et évidemment, les candidats se retrouvent à devoir se fighter entre eux, excusez-moi l'expression, pour trouver un boulot. Voilà. Donc voilà un petit peu les deux exemples, hein, des exemples vraiment simples, comment, à partir d'une hausse des taux, quelque chose d'assez théorique, hein, des taux qui montent, comment on peut euh, provoquer une énorme crise économique et une envolée du chômage. Alors en conclusion, dans ces exemples, on voit que la hausse des taux peut faire passer une situation de 5 demandeurs d'emploi pour 15 postes à pourvoir dans le BTP à 17 demandeurs d'emploi pour seulement 8 postes à pourvoir. Pareil pour la restauration, on peut passer d'une situation de 10 demandeurs d'emploi pour 25 postes à pourvoir à une situation où on a 30 demandeurs d'emploi pour seulement 12 postes à pourvoir. Et là, je vous ai mis des graphiques, hein. Vous voyez, dans le BTP, avant la hausse des taux, là, c'est le nombre de candidats. En bleu, le nombre de postes à pourvoir en orange. Et là, après la hausse des taux, regardez le nombre de candidats et regardez le nombre de postes à pourvoir. Pareil pour la restauration. Vous voyez, on a vraiment un effet de vase communicant, la hausse des taux qui désolvabilise les clients, hein, les accédants à la propriété. Les clients, forcément, vont moins acheter. On a des entreprises qui font faillite. Les salariés de ces entreprises, eux, ils ne sont pas morts, ils sont encore. Les entreprises meurent, mais les salariés sont vivants, se retrouvent sur le marché de l'emploi et vont alimenter l'armée de réserve des chômeurs au même moment où les offres d'emploi diminuent parce qu'évidemment, chaque entreprise détruite, ça fait des offres d'emploi en moins. Et donc, du coup, en conclusion, bah, vous voyez bien que les pénuries ne sont pas gravées dans le marbre.
Quand j'entends des gens dire, de toute façon, ce secteur, il est en pénurie, c'est faux. C'est faux et archi faux. C'est une pénurie conjoncturelle. On a une pénurie conjoncturelle parce que on a eu des aides massives de l'État, on a des taux très très bas, donc du coup tout le monde était solvable, les gens partaient en voyage, ils faisaient du tourisme, ils vont au restaurant, ils achètent de l'immobilier, on a solvabilisé les gens, et donc du coup la, l'offre n'arrivait pas à suivre, et donc du coup on avait des montées de prix, l'offre pour satisfaire le consommateur devait recruter, et donc du coup on a énormément de postes à pourvoir pour très peu de candidats. Et je vous ai montré avec ces deux exemples du BTP et de la restauration, qui sont des secteurs où dans l'imaginaire sont censés être en pénurie structurelle. Et ben non, une hausse des taux comme on est en train de connaître peut très bien faire passer ces secteurs-là d'une situation de pénurie de salariés à une situation de il y a trop de salariés, à une situation de chômage de masse. Et pour ce qui est vrai pour le BTP et la restauration, il l'est aussi pour quasiment tous les secteurs, hein. La banque et l'assurance, hein, c'est pareil, moi je connais bien ce monde-là. Moi j'entends des gens se frotter les mains, super, les taux augmentent, les banques elles vont pouvoir faire des marges. C'est faux. C'est faux parce que si les taux augmentent et que les gens n'ont même plus recours au crédit parce qu'ils sont étranglés par la hausse des taux, bah, croyez-moi que les banques, elles vont pas faire beaucoup de bénéfices, hein. Pareil pour les assurances. Moi, j'entends beaucoup d'assureurs dire super, les taux, ils augmentent, super, avec solvabilité 2, nos engagements au passif vont diminuer parce qu'on actualise les engagements avec des taux d'intérêt qui augmentent. Enfin bref, c'est de la réglementation. Oui, c'est vrai. C'est vrai à condition que les assurés ne viennent pas taper à la porte pour récupérer leurs sous parce que comme leur pouvoir d'achat est entamé par l'inflation et par la hausse des taux, bah, il y a des chances que beaucoup d'assurés vont retirer leurs sous de l'assurance vie, ce qui va évidemment provoquer une obligation des assureurs de vendre des actifs qui sont en moins-value parce que les marchés, au même moment, évidemment, sont en train de baisser. Donc, attention, les assureurs et les banques ne sont pas à l'abri de la crise. Et je peux généraliser, hein, l'hôtellerie, hein, pareil, le tourisme, parce que vous savez bien que c'est pareil, parler de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme. Vous pouvez être sûr que si les taux augmentent comme ils sont en train d'augmenter, vous allez voir que les gens ils vont avoir autre chose à faire que prendre l'avion pour aller à Sao Paulo ou pour aller aux Maldives. Vous allez voir que vous allez avoir énormément d'entreprises du secteur du tourisme qui vont faire faillite et ça va mettre énormément de salariés sur le marché de l'emploi, en recherche d'emploi. Et là, votre pénurie dans le tourisme, bah, elle va se transformer, là encore, en réserve de salariés qui sont désespérés de trouver du boulot. Et je continue. Les agences immobilières, pareil, si les gens n'ont plus assez d'argent à cause des taux d'intérêt pour acheter un appartement ou une maison, bah, les agences immobilières, pareil, hein, il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte. Les gestionnaires de patrimoine, c'est pareil. J'entends les gestionnaires de patrimoine se gausser, c'est super, il y a du client. Bah, si les marchés continuent à se péter la gueule à cause de la hausse des taux, ça va être compliqué d'aller attirer le chaland, d'aller vendre des produits patrimoniaux à des clients qui commencent à tirer la langue parce qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois à cause de l'inflation et de la hausse des taux, et qui en plus, lorsqu'ils voient les marchés se prendre des gamelles, bah, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément envie d'investir dans des produits quels qu'ils soient. Donc là encore, on voit bien que la hausse des taux menace des professions comme les gestionnaires de patrimoine. Puis je continue, les salons de coiffure, c'est pareil. Les taux augmentent, des gens se retrouvent au chômage. Quand vous vous retrouvez au chômage, bon, bah, vous allez acheter une, une machine à, vous voyez, à vous couper les cheveux, vous n'allez pas aller payer 20, 25, 30, 35 euros de coiffeur. Vous achetez une bonne machine, vous faites vous-même et vous économisez. Donc, on voit bien que pareil, les salons de coiffure, là, ils vont souffrir. Le prêt-à-porter, pareil, prêt-à-porter, les utilities, les trucs de bricolage, pareil, ça, ce sont des achats qui seront reportés du jour au lendemain parce que les gens vont devoir pallier au plus dur. Et donc, on va avoir tout un tas de secteurs qui sont aujourd'hui, entre guillemets, en pénurie, hein, la restauration, le BTP, l'hôtellerie, l'assurance, les actuaires, les gestionnaires de patrimoine, qui vont se retrouver en surpopulation parce qu'il y aura une raréfaction, une réduction de la demande.
Donc attention, voilà comment la hausse des taux peut, par un mécanisme infernal, provoquer une inversion de l'emploi, où on va passer d'une situation de pénurie dans pas mal de secteurs à une situation où on va avoir trop de monde sur le marché de l'emploi. Alors il restera quand même des secteurs acycliques qui, qui selon moi seront épargnés par les hausses de taux et par l'inflation. Ben, ces secteurs sont les suivants: les magasins alimentaires. On a toujours besoin de se nourrir, quel que soit le niveau des taux, hein, ça, voilà, on a toujours besoin d'aller acheter des pâtes, hein. Les professionnels de santé, ça, vous travaillez dans la santé, ça, de toute façon, les maladies, elles ne connaissent pas le chômage, hein. De toute façon, que les taux ils soient à 0 ou à 5%, de toute façon, les gens continueront malheureusement à tomber malades. On aura toujours besoin de professionnels de santé. L'enseignement, l'enseignement, former la jeunesse est primordial et l'État, a priori, ne laissera pas tomber l'enseignement. Donc on aura toujours besoin d'enseignants. Et enfin les armées, oui, parce qu'avec la crise, forcément, à défaut de pouvoir trouver les ressources chez soi, on va essayer d'aller les piquer chez les autres. Et donc, évidemment, tous les prétextes seront bons pour subventionner, pour renforcer les armées. Donc, certains secteurs stratégiques ne souffriront pas de la hausse des taux. Par contre, on aura énormément de secteurs, entre guillemets, des secteurs non vitaux. Et voilà, la restauration, c'est pas un secteur vital, même si c'est un secteur que j'aime bien manger, j'aime bien, voilà, mais bon, c'est pas un secteur vital. Le tourisme, c'est pas un secteur vital. Le BTP, c'est un secteur important, mais les gens peuvent très bien choisir de rester en location plutôt que d'acheter si les taux s'envolent trop ou s'ils se retrouvent au chômage. Le BTP, on peut éventuellement s'en passer. Tout ce qui est salon de coiffure, gestion de patrimoine, assurance, banque, c'est pareil. Voilà, on peut s'en passer. Et donc, du coup, on va avoir tout un tas de secteurs qui pourraient connaître, passer d'une situation de pénurie de candidats à une situation d'excès de candidats. Donc voilà un petit peu comment voilà, une hausse des taux peut vraiment, va sans doute faire passer du paradigme suivant, c'est la pénurie, on veut des candidats, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, à une situation où les candidats devront se battre pour trouver un travail. Je vous ai montré ces deux exemples, le BTP et la restauration, vraiment en prenant vraiment un exemple simple, hein, avec des entreprises, des salariés, des offres d'emploi, des candidats, des maisons à construire, des couverts, comment la hausse des taux, par des effets, des effets en cascade, peut carrément inverser le rapport de force entre les demandeurs d'emploi et ceux ou celles qui ont des emplois à pourvoir, enfin du moins les entreprises qui n'ont pas fait faillite, parce qu'il y a des entreprises qui feront faillite. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo qui était peut-être un peu rapide, où j'ai essayé de vous présenter la situation. Alors si j'ai des conseils à vous donner, d'ailleurs je ne suis pas le premier, je crois que Charles Sanin aussi vous a procuré des conseils similaires. Euh, Profiter, on a encore une fenêtre de tir peut-être parce qu'il y a un décalage, hein, entre les marchés financiers et le marché de l'emploi. Le marché financier sont à l'avance du cycle économique, alors que le marché de l'emploi est un indicateur retardé du cycle économique. Donc si vous voulez changer d'entreprise, profitez-en. Il reste peut-être encore 1, 2, 3 mois avant que les hausses de taux finissent par impacter le marché de l'emploi. Donc celles et ceux qui veulent faire un petit gap de salaire, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Pareil, celles et ceux qui profitent un petit peu de la vie, qui sont un peu au chômage, qui se disent de toute façon, on a le temps, on va retrouver du boulot, la situation est bonne, bah, dépêchez-vous, envoyez vos CV si vous n'êtes pas libre financièrement, mais que vous êtes juste au chômage parce que vous voulez profiter du bon temps, envoyez vos CV maintenant parce que on a une fenêtre de tir qui va se réduire. Deuxième conseil, euh, pour celles et ceux qui ont des passions, etc., essayez, dans la mesure du possible, de privilégier les métiers acycliques, les métiers de l'alimentation, les métiers de la santé, les métiers de l'éducation, les métiers de la police, de la sécurité, euh, les métiers de l'armée. On aura toujours besoin de personnes, de ces personnes-là. Ça, ce sont des métiers indispensables. Les pompiers, voilà, c'est les éboueurs. Donc ça, ce sont des métiers.
qui sont indispensables. On ne peut pas s'en passer. Les poubelles, que les taux ils soient à 0 ou à 10%, on a toujours besoin qu'il y ait un ramassage des ordures ménagères. On a toujours besoin de se faire soigner. Donc voilà. Donc pour celles et ceux qui se cherchent, qui n'ont pas forcément une vocation, essayez, dans la mesure du possible, peut-être de vous reconvertir vers des professions qui, quelque part, sont indispensables, utiles à la société. Faire des PowerPoint, faire des fichiers Excel, faire des PowerPoint pour, je sais pas, pour faire des comités, pour participer à des réunions de préparation à des réunions, pour préparer un comité, etc. Ça, à mon avis, c'est pas forcément des métiers indispensables. Hein. C'est pas forcément des métiers indispensables et j'ai rien contre ces métiers-là. Hein. C'est moi-même, pour celles et ceux qui me connaissent, j'en fais des fichiers Excel et du PowerPoint. Ouais, j'ai rien contre ces métiers-là, mais ce sont des métiers qui vont être extrêmement vulnérables à un changement d'environnement économique. Voilà. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Voilà, bah, j'espère hein, que ça va vous apporter beaucoup. Alors certains connaissent, hein, effectivement, si vous avez fait des études en économie, évidemment, ce que je vous dis là, c'est évident. Vous savez que la hausse des taux freine l'activité économique et provoque du chômage. Mais pour beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas forcément fait des études d'économie ou de finance, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les rouages qui existent entre ce que l'on observe sur les marchés, les hausses de taux très très violentes auxquelles on assiste. On a les plus fortes hausses de taux qu'on n'a jamais vues depuis les années 80. Plus de 40 ans, on n'a jamais vu ça. Il faut remonter avant à la Seconde Guerre mondiale. On a vu ça que 2 fois, Seconde Guerre mondiale, fin de la Seconde Guerre mondiale et à fin des années 70. Donc ce choc de taux auquel on assiste, il ne sera pas sans impact sur le marché de l'emploi pour l'année 2023. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, bah, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé avec cette vidéo. Si c'est un peu abstrait, n'hésitez pas à copier les slides, à faire une copie du dossier que je vous ai présenté par écrit pour mieux le comprendre. Et surtout, surtout, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur YouTube. Je regarde les questions, j'essaye d'y répondre le plus vite. Donc, n'hésitez pas à répondre à poser vos questions parce que c'est vraiment un enjeu stratégique. C'est pas juste un enjeu de marché financier, de spéculation, c'est vraiment un enjeu crucial qui concerne vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Déprimez pas trop non plus, hein. Profitons quand même de la vie. Chaque période a ses phases d'opportunités. Il va y avoir des opportunités à saisir. Profitez-en. Et moi, en attendant le prochain point de marché, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin bien de vous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.